Moi, c'est Mélodie. J'ai 24 ans, je viens de Sherbrooke. Je suis une grande fan des Beatles. Aujourd'hui, dans le fond, c'est la prévente pour les billets pour le spectacle de Paul à Montréal. Puis là, on est à 13 minutes dans la vente. Donc, j'ai aucune idée des prix. Peut-être qu'avec mon budget à moi, qui est 500, peut-être que je rêve en couleur ou peut-être que je suis réaliste. Je sais pas. On va le voir tantôt. Tout ça pour Paul. C'est rendu chaotique avoir un billet, là. Fait que là, c'est qu'il y a tellement de monde qui va là en même temps. C'est quoi ton moment, là, ton meilleur spectacle à vie? C'était Paul McCartney en 2018. Dans le fond, moi, c'était mon rêve de petite fille, là, d'aller à ce show-là. Les Beatles, c'était toute ma vie. Puis pendant le spectacle, ils jouent Yesterday. J'avais juste entendu toute la foule chanter. Genre, les 21 000 personnes chanter en même temps. J'étais genre, wow! Oh, moins d'une minute. Moins d'une minute. Il y a 4 503 personnes en avant de moi. Oh, 4 367. Personne n'a un Ticketmaster, là. Puis genre, si on le monopole, ils peuvent tout décider, puis ils se feront jamais arrêter parce que tu peux pas faire comme « Ah non, mais je vais aller ailleurs », parce qu'il y a juste eux. Ça, c'est les Beatles qui traversent Abbey Road. Ça, c'est Paul. C'est l'une des images les plus emblématiques de tous les temps. Abbey Road est un de mes albums préférés. Et les Beatles, c'est mon groupe préféré de tous les temps. Si Mélodie connaissait Jonathan Cantor, ce serait son héros. Et pas seulement parce qu'il aime autant les Beatles qu'elle. C'est surtout parce qu'en mai 2024, Cantor, alors procureur général adjoint au département de la justice des États-Unis, s'est porté à la défense des fans en s'attaquant à Live Nation, l'empire mondial du spectacle, et à sa billetterie, Ticketmaster. The live music industry in America is broken because Live Nation Ticketmaster abuses its illegal monopoly. Ce jour-là, on a intenté une poursuite historique pour scinder Live Nation et Ticketmaster, et on l'accuse d'avoir violé les lois antitrust. L'éminent avocat américain a accepté de nous recevoir chez lui en banlieue de Washington. Il dirigeait la division antitrust du département de la justice des États-Unis jusqu'en décembre 2024. Il veut séparer Live Nation et Ticketmaster, qui se sont pourtant fusionnés en 2010 avec la bénédiction du gouvernement américain. Why are we paying an $80, $100, $200 processing fee when you're not processing shit? This is highway robbery. Les frais de service, la tarification dynamique font rager le public et certains artistes, comme Guillaume Beauregard des Vulgaires Machins. Ticketmaster, en ce moment, vendent des billets beaucoup plus chers. Ils appellent ça des prix dynamiques. Nous autres, on appelle ça de la crosse. Mais ce n'est pas tout le monde qui réalise à quel point Ticketmaster, ce n'est qu'une partie d'une entreprise beaucoup plus grosse. Live Nation, basée ici à Beverly Hills, en Californie. Live Nation, c'est Beyoncé, et aussi Lady Gaga, Bad Bunny et Usher, qu'on voit ici avec le PDG, le Canadien Michael Rapino. Dans les dernières années, il gagnait en moyenne 85 millions de dollars par année. Live Nation vaut près de 50 milliards en bourse. Et sa croissance s'est faite en achetant massivement les compétiteurs et en écrasant les autres, selon la poursuite américaine. On parle ici d'ententes exclusives, des acquisitions, des contrats, des menaces. Pas pour offrir un meilleur prix, un meilleur service ou plus d'innovation. C'est faire concurrence en menaçant l'autre de le racheter. Live Nation a demandé au tribunal de rejeter la poursuite en disant qu'elle n'a pas les caractéristiques d'un monopole. Le procès doit débuter en mars. Jonathan Cantor croit au contraire que ce sont les propres documents de l'entreprise qui démontrent qu'il y a un monopole. Live Nation montre à ses investisseurs qu'elle contrôle la roue et tous les engrenages du spectacle musical.
la billetterie avec Ticketmaster, mais aussi la promotion et la commandite, les salles de spectacle et les festivals. Aux États-Unis, ils détiennent 60 de la promotion de spectacles et au moins 80 de la billetterie. C'est l'un des plus gros propriétaires de salles en Amérique du Nord et aux États-Unis. Ils ont 60 des 100 plus gros amphithéâtres aux États-Unis. C'est une entreprise gigantesque à toutes les étapes du spectacle de musique. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? On est allé dans les coulisses des spectacles de musique pour savoir si Live Nation est en train de reproduire ce modèle au Québec, aux dépens de notre culture, avec notre argent public. Nous sommes en mai et la belle saison des festivals commence aujourd'hui. Faut y croire. L'artiste acadien Petit Béliveau et son groupe y croient. Patrick Kearney a longtemps dirigé le festival Santa Teresa parce que la banlieue... On va aller se promener pour voir la banlieue. Cool. Cool. La banlieue cool. À Sainte-Thérèse, on appelle ça un festival boutique dans le site de l'Hôtel de Ville de Sainte-Thérèse. Donc, on peut pas être plus dans le village que ça. Il dirige aussi le Refrain, une association qui représente 115 festivals et événements au Québec, principalement à l'extérieur de Montréal. C'est le fun, hein? Il va mouiller. Hein? On en a pour l'été, hein? Oui, mais là, on va faire avec, là. Ça va avoir un petit peu sûrement d'impact à soir dans la vente, là, mais... À très court terme, il espère que ce soir, le festival va vendre assez de bière, même si on gèle. Bien, tu sais, la température d'un festival, c'est ce qu'on contrôle le moins, c'est ce qui nous donne le plus... Souvent, ce qui nous donne le plus mal au ventre. À plus long terme, il veut des réponses sur le financement public des festivals. Qu'est-ce qui m'indigne? Ce qui m'indigne, c'est l'injustice et l'iniquité. Puis dans le domaine des festivals, bien, le Refrain, moi, on a identifié une grande iniquité entre les petits et les grands festivals. De qui parle-t-il? De l'entreprise qui concentre la plupart des festivals majeurs de Montréal. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui? France-Margaret Bélanger dirige le groupe CH, à la tête de l'Organisation du Canadien de Montréal. Mais elle n'est pas que la sainte patronne de la Sainte Flanelle. Le groupe CH, c'est un géant du divertissement au Québec et dans les Maritimes, avec des marques comme Evenco et Spectra. À titre d'exemple, au groupe CH, on fait 1600 événements, des spectacles, donc annuellement. On a des festivals qui font partie de l'ADN de Montréal. Des festivals qui commencent en février autour du quartier des spectacles, avec Montréal en lumière. Puis en juin, ce sont les Franco. En juillet, le Festival international de jazz de Montréal. Puis commencent les 3 festivals de musique d'Evenco au Parc Jean-Drapeau, Oceaga, Ilsonic et Lasso. Et quel est le rapport entre Live Nation et les grands festivals de Montréal? En 2019, Live Nation a acheté 49 % de Evenco. Les festivals du Parc Jean-Drapeau appartiennent donc à 49 % à Live Nation. Les Franco, le Festival de jazz et Montréal en lumière sont des organismes sans but lucratif, mais ces festivals sont organisés par Spectra, dont Live Nation est partenaire. D'ailleurs, le PDG de Live Nation, Michael Rapinoe lui-même, était au conseil d'administration de Spectra jusqu'à récemment. Maintenant, en ce qui concerne les subventions. Les festivals organisés par Spectra, donc Evenco et son gros partenaire américain, continuent de recevoir des millions de dollars en fonds publics. Et ça dérange.
C'est des gens qui ont les 2 mains dans le plat de bonbons, la bouche pleine, puis qui en demandent encore, puis qui laissent pas beaucoup de place aux plus petits. L'été bat son plein au festif de Baie-Saint-Paul. Claude Pelgag s'apprête à monter sur scène. Je suis vraiment excitée quand même par le spectacle. Les festivals, c'est du bonbon pour les artistes. C'est un moment qu'on attend toujours vraiment impatiemment dans la tournée. Oh yeah! C'est malade! Les plateformes comme Spotify ne rapportent presque plus rien aux artistes. Ce sont donc les spectacles qui font vivre Claude et ses musiciens. Les festivals sont importants, peu importe qui les organise. C'est sûr que la plupart du temps, les festivals vont aider financièrement à combler un budget de tournée en salle ou à l'international. Fais du bruit pour Claude Pelgag! Bien là, on est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue principale qui est piétonne pour la durée de l'événement. En fait, l'ADN du festif, c'est de se déployer partout, dans tous les recoins de la ville possible. Il y a des spectacles dans des cours arrière, dans la caserne de pompiers tantôt. Il y a toujours quelque chose qui pop quelque part dans la ville. Les festivals font vivre les artistes et dynamisent le tourisme. Il y a aussi de plus en plus d'événements au Québec, ce qui est super, mais ce qu'il faudrait, c'est augmenter les enveloppes qui sont disponibles. Soit on stagne ou on perd un peu, alors que les coûts augmentent de façon astronomique. Comme d'autres plus petits joueurs en région, Clément Turgeon, le directeur du festif, se pose des questions sur le financement public au Grand Festival montréalais. Mais là, évidemment, il y a un débalancement entre les fonds publics qui sont donnés dans ces gros événements-là, Evenco et tout ça, surtout quand il y a des coupures un peu partout, puis des événements comme ça, des entreprises comme ça vont chercher une grosse part du gâteau. Patrick Kearney, qui représente un grand nombre de plus petits festivals, estime qu'Evenco Live Nation est trop gourmand en fonds publics. Bien, en fait, je crois que s'il était déjà propriété 100% québécois, je crois certainement que notre irritation ou notre malaise serait moins grand. Le fait qu'il soit propriété à 40% américaine, ça nous dérange. 49 %, c'est un chiffre important. Tania Contoyani est la présidente de l'Union des artistes. Elle aussi remet en question les subventions au festival qu'Evenco et Live Nation organisent. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, cette propriété-là de 49 % d'Evenco? Ah ben c'est pas innocent. Sinon, ça pourrait être 50. Mais à 49 % la compagnie est encore considérée québécoise, canadienne, et donc a le droit aux subventions. À 50 ou 51 % ben ça appartiendrait à un pays étranger, ça serait considéré une compagnie étrangère, et donc ça n'aurait pas droit aux subventions. Dans le cadre de notre partenariat avec Live Nation, eh bien, on s'est assuré de préserver ici à Montréal la direction d'Evenco. C'est-à-dire que toutes les décisions, et je dis toutes les décisions, qu'elles soient économiques, artistiques, culturelles, eh bien, ça se prend ici par nous, par les gens que vous avez vus tout à l'heure dans la salle. Maintenant, on va me dire, ben Evenco possède quand même 51 % et il est localisé ici. Et j'ai bien entendu sa PDG dire que toutes les décisions se prennent ici. Mais permettez-moi d'en douter. Je ne crois pas que Live Nation prend 49 % des parts d'une compagnie pour ne pas décider. Le Festival de jazz et les Franco sont subventionnés notamment par le ministère de la Culture du Québec pour offrir des spectacles gratuits, comme Clara Luciani l'an dernier au Franco.
Par contre, les subventions à Osheaga, Hillsonic et Lasso, qui n'offrent pas de spectacle gratuit, sont versées par le ministère du Tourisme en reconnaissance de leur rapport économique, largement supérieur aux fonds publics qui leur sont versés. Selon nos calculs, c'est environ 15 millions de dollars en subventions en 2024 pour les 6 festivals. Les argents reçus au niveau des festivals font l'objet d'une reddition de compte stricte qui est avalisée d'ailleurs par les organismes subventionnaires. Tout ça, c'est à livre ouvert. La présidente du groupe CH parle ouvertement devant les gens d'affaires, mais elle a refusé notre demande d'entrevue à la caméra. Par écrit, elle insiste sur la différence entre ces festivals au Parc Jean-Drapeau et ceux du quartier des spectacles. Bien, le quartier des spectacles où se déroulent 3 principaux festivals pour eux, bien, ils disent qu'ils perdent des revenus, qu'ils s'en vont vers les restaurants, les bars, les cafés du coin. Pour moi, c'est des retombées économiques. Parce qu'il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Bien, il y a une clôture sécurisée, mais les gens peuvent ressortir compte tenu que c'est pas payant. C'est des sites, c'est un environnement gratuit. Evenco veut convaincre la Ville de Montréal d'aider les festivals du quartier des spectacles à contrer le phénomène de la fuite des revenus. L'entreprise fait valoir que les festivals coûtent plus cher à organiser et que les revenus sont en baisse. Fait que les gens vont prendre une bière, manger au resto, reviennent sur le site. Pour eux, c'est une perte par rapport à tout ce qui se fait au Parc Jean-Drapeau où la clientèle est complètement captive. Ici, on est au Parc Jean-Drapeau, dans la zone du parc où se déroulent les grands festivals que sont Osheaga, Hillsonic et Lasso. Bien, ici, c'est un modèle idéal parce qu'on capte presque 100 des revenus des festivals. On est sur une île, c'est limité, donc la restauration se fait sur place. L'achat de bière, l'achat de boissons, l'achat de bouteilles d'eau. Fait qu'on récolte un maximum du dollar des festivals. Donc, le festivalier qui débarque ici... Rappelez-vous de la roue et des engrenages, le modèle d'affaires de Live Nation que le gouvernement américain qualifie de monopole. Dans leur modèle d'affaires, dans leur roue, il suffit pas de vendre des billets. Il suffit pas de produire des artistes sur le site. Ils veulent s'assurer d'avoir les commanditaires, que le public soit captif, que les gens achètent leur nourriture à un prix très élevé, qu'on achète leurs produits dérivés, qu'on voit leur affichage. C'est contrôlé à tous les niveaux, par une seule entreprise, plutôt que par plusieurs entreprises différentes. La présidente d'Evenco nous a écrit que c'est un modèle d'affaires courant, essentiel à la viabilité des festivals. Elle insiste sur les retombées économiques. Puis le fait qu'on donne des subventions à des événements qui sont profitables, ça m'agace drôlement quand moi, j'ai des festivals qui vont probablement fermer pour un manque à gagner de 100 000 $. Il est là l'enjeu, tu sais. C'est qu'est-ce qu'on veut prioriser au Québec et au Canada? Notre culture ou un groupe américain? Une situation de monopole ou de concentration de festivals qu'on connaît, c'est jamais positif. On ne peut pas me nommer dans l'histoire qu'un monopole a bénéficié au secteur là, où il est appliqué. Mais est-ce que vous considérez qu'ils ont le monopole? À Montréal, sur les grands événements, moi, je considère qu'ils ont un monopole important, tout à fait. OK, ça part. Nous autres, on voulait le parterre. Ici, c'est combien? Tout pas l'air trop cher. Combien? 1000. C'est donc bien cher. 815. Son budget de départ était de 500 $, mais Mélodie devra payer pas mal plus cher pour voir son idole Paul McCartney. Oh, attends, il y en a un affiché. Ici, 905. Place order. You got tickets to Paul McCartney. Paul McCartney got back. Alors, ton billet, il te revient à combien? Il me revient à 905. Là-dessus, c'était 720-ish pour le billet. Puis le restant, c'était en frais. Mais ils ont-tu vraiment besoin, par tête, de prendre autant d'argent? Pour Mélodie,
Ticketmaster abuse. Comment la billetterie de Live Nation est-elle devenue si puissante? L'homme qu'on s'en va voir connaît Ticketmaster de l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Jean-François Brousseau a fondé la billetterie Réseau Admission dans les années 80. Réservez vos billets au 1-800-561-4343 ou sur le réseau Admission. Billets en vente sur le réseau Admission et surtout le réseau Admission. Les gens nous ont fait confiance à la fin des années 80, les expos pour commencer. Là, c'est le forum avec les Canadiens par la suite. Réseau Admission, c'est une marque qui était super connue, là. Oui, on était le village gaulois parce que pendant que nous, on développait ça, Ticketmaster a pris beaucoup de place dans le reste de l'Amérique. Donc, au Québec, on avait Réseau Admission, puis dans le reste de l'Amérique, c'était pas mal Ticketmaster qui occupait la même niche. « 1998. Réseau Admission est sur le point de décrocher un très gros contrat. On avait réussi à négocier une entente avec le Madison Square Garden à New York, qui était le plus gros client de Ticketmaster. Le contrat était sur la table, il restait juste à le signer. Puis finalement, il y a eu un revirement de dernière minute parce que là, on venait de toucher au cœur du marché de Ticketmaster. Là, si on faisait ça, on devenait un vrai joueur. C'était pas acceptable pour eux, évidemment. Donc, c'est là qu'ils nous ont approchés pour faire l'acquisition de Réseau Admission. Donc, vous, après ça, vous êtes allé travailler chez Ticketmaster. Oui, moi, ils m'ont recruté pour être en charge de la technologie, Chief Technology Officer pour Ticketmaster à Los Angeles. Donc, j'ai déménagé. Ma famille et moi sommes déménagés à Los Angeles. Il découvre la culture d'entreprise de Ticketmaster. Je ne veux pas appeler ça un monopole, mais on a une très forte présence. On est les plus gros joueurs, puis on s'assure d'éteindre toute flamme qui pourrait se soulever pour que quelqu'un d'autre puisse nous compétitionner. C'était une entreprise bien gérée, extrêmement efficace. Après 3 ans et demi, il quitte Ticketmaster. En partenariat avec le Cirque du Soleil, il fonde en 2005 une nouvelle billetterie. Outbox devient la billetterie d'Evenco pour des grands spectacles comme U2 à l'Hippodrome en 2011. C'était plusieurs années avant le mariage Evenco et Live Nation. Et c'est là que Jean-François Brousseau va se buter à nouveau à la puissance de Ticketmaster. Dans les années 2010, on était les seuls à peu près en Amérique du Nord qui n'étaient pas dans le giron intégré Live Nation Ticketmaster. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2019 par rapport à votre contrat? Live Nation a acquis une participation dans Evenco. Ça a comme réglé la question de notre côté. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a perdu le contrat du groupe CH. Puis c'est qui l'a? C'est Ticketmaster. Selon le groupe CH, Ticketmaster a été choisi par appel d'offres. Mais pour Jean-François Brousseau, c'est l'évidence. Ticketmaster est incontournable parce que c'est la même entreprise Live Nation qui contrôle les tournées des grandes stars internationales. On sait parfaitement qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas de possibilité de pénétrer le segment Arena-Stade de façon substantielle. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est un marché qui est vraiment contrôlé par le consortium Live Nation Ticketmaster. C'est d'ailleurs ainsi qu'Evenco justifie son association avec la multinationale du spectacle. Nous avons premièrement sécurisé un accès direct à un réseau international d'artistes afin de s'assurer que Montréal, notre ville, demeure ce qu'on appelle un must-play market. La poursuite anti-monopole des Américains veut justement démontrer que Live Nation impose Ticketmaster. Alors, dans notre poursuite, on dit que si une salle de spectacle veut utiliser une billetterie autre que Ticketmaster, elle va perdre l'accès à environ 60 du marché de la promotion des artistes qui sont contrôlés par Live Nation. Si vous voulez avoir accès à nos artistes, vous devez utiliser notre billetterie. Ticketmaster est présent dans 8 des 10 salles qui vendent le plus de billets pour des spectacles de musique à Montréal. Evenco est aussi associé à plusieurs lieux de diffusion dans le Grand Montréal.
Le Centre Bell, où on présente les gros spectacles. La Place Bell à Laval. Le Théâtre Manuvie et le Club 10-30 sur la Rive-Sud. Le Théâtre Beanfield, l'Ancien Corona à Montréal. Le MTLUS et le Studio TD dans le quartier des spectacles. Cette place importante qu'occupent Evenco et Live Nation a des impacts ici à la SAT, une salle indépendante du quartier des spectacles. Alors ici, c'est notre fameux dôme, la Satosphère. Donc, on l'utilise beaucoup comme une salle de cinéma, mais aussi on fait nos célèbres parties Domesicle, des jukebox en avant. La SAT est un organisme à but non lucratif. Avant, elle accueillait une variété d'événements liés au grand festival d'Evenco. On réussissait quand même à bien collaborer, disons, avec les festivals, plus précisément Montréal en Lumière, le Festival de jazz, les Franco et Osheaga. Mais dans les dernières années, ça s'est un petit peu réduit. Par le passé, on recevait les Afteux d'Osheaga sur une base régulière. Les Afteux d'Osheaga, c'est une programmation en salle qui se déroule au centre-ville de Montréal après la fermeture du parc Jean-Drapeau à l'île Sainte-Hélène. Depuis 2 ans, nous ne sommes plus capables d'en recevoir parce qu'il y a maintenant une exclusivité dans le contrat de commandite avec le brasseur Molson qui oblige les diffuseurs à être des exploitants exclusifs avec la Molson à l'année. Donc, nous, on travaille avec Belle Gueule à l'année. On était enclin à faire rentrer de la Molson pour ces événements-là. Mais là, c'est plus possible parce qu'on doit être en exclusivité à l'année. Donc, on n'est plus apte à recevoir les Afteux d'Osheaga. Evenco a fait valoir qu'elle présente quand même une dizaine d'événements à la SAT cette année sans imposer les produits Molson. Mais Jenny Thibault observe que le nombre de locations de sa salle a baissé substantiellement. Eux, comme groupe qui ont des salles, c'est sûr qu'ils vont privilégier leur lieu de diffusion en premier. Ça, je ne challenge pas ça aucunement. Quand arrive de l'argent public pour des festivals sur le territoire du quartier des spectacles, comme les Francopholies de Montréal, le Festival de jazz, Montréal en Lumière, et qui ne collaborent pas avec les lieux indépendants sur le territoire, bien ça me pose problème. Après Santa Teresa en mai, on rattrape Petit Béliveau dans sa vie de tournée par une chaude journée de juin. Pour lui, c'est extraordinaire d'être la tête d'affiche au Franco, un festival qui fait partie de l'empire Evenco Live Nation. En Acadie, 95 de la musique, c'est non acadien que le monde écoute. 95 de la culture est américaine, puis canadienne, puis de le reste du monde. Le Québec, avec sa petite population, compétitionne dans sa propre territoire avec tout le reste, incluant les États-Unis, puis comme Dua Lipa, puis Nickelback, puis Pitbull, puis tout le monde else, comme à moi, je pense, wow, ça va bien au Québec. Allez-vous chanter avec moi? Mon drapeau acadien vers Taïwan. Oh, c'est beau. Mon drapeau acadien vers Taïwan. De son point de vue d'Acadien, le Québec est foisonnant pour les artistes francophones. Les Franco les mettent en valeur, mais est-ce que c'est représentatif de ce que proposent Evenco et Live Nation dans leur salle de spectacle à Montréal? On a analysé quelques 1000 spectacles de chansons à l'affiche en salle sur l'île de Montréal entre septembre dernier et mars prochain. Et on en arrive à ces estimations. Près de la moitié de ces billets sont dans des salles détenues ou gérées par Evenco. Pour la même période, dans ces salles Evenco, le Centre Bell, le MTLUS, le Studio TD et le Théâtre Beanfield,
Nous estimons que quelque 88 des spectacles de chansons sont en anglais et 8 sont en français. C'est 3 fois moins de français que dans les autres salles de spectacle à Montréal. La présidente du groupe CH n'a pas réagi à notre calcul, mais a fait valoir que la proportion de Français est plus élevée dans la programmation de l'ensemble des salles d'Evenco au Québec. L'Institut de la statistique s'intéresse aussi à la proportion de Français dans nos salles de spectacle. Leurs résultats complètent le portrait de la situation. Ça, c'est les chiffres de l'ISQ là, dont on a parlé. Donc, les revenus de billetterie selon les productions. Selon la langue, hein, ça explose en anglais. Depuis la pandémie, d'ailleurs. Hein, 2021, on voit que c'est cru, puis après ça, le français remonte un petit peu, mais l'anglais défonce le plafond. Revenus de billetterie totaux selon la provenance des productions. Québécoises, on stagne. Étrangères, ça grimpe. Ça défonce encore une fois le plafond. Plus que ça l'a jamais été. On s'est aussi intéressé à la présence de Live Nation dans les programmations qu'on nous propose. Plusieurs autres, comme nous, subissent cette présence majeure et je n'ai pas l'impression que Live Nation est une compagnie qui se soucie du bien-être des cultures comme la nôtre, ou de la culture islandaise, ou de la culture coréenne, ou de toute culture plus locale comme la nôtre. J'ai pas l'impression que c'est leur plus grand souci. J'ai l'impression que leur plus grand souci, comme toute grande multinationale qui fait beaucoup de milliards, c'est le bien de ses actionnaires. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Gracie puis Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo! Olivia Rodrigo, 100%. We're here to see Dominic Fike. Dominic Fike. Dominic Fike. I'm here for Dominic Fike and Doechii. Doechii? On a analysé la programmation de 2025 d'Oshéaga. Près de 3/4 des têtes d'affiche sont liées à Live Nation pour la promotion ou la production de tournées importantes. C'est beaucoup plus qu'avant, quand Evenco n'était pas détenu en partie par le géant américain. Les têtes d'affiche du festival Hillsonic ont aussi de nombreux liens avec Live Nation. Les 2 têtes d'affiche de la dernière édition du festival Lasso, Jelly Roll et Bailey Zimmerman, sont tatoués Live Nation. C'est sûr, c'est très glamour, hein? C'est une grosse compagnie, là. Ça a une influence majeure, ça représente des artistes internationaux que tout le monde aime. Il y a quelque chose là-dedans, puis c'est vrai que ça donne à Montréal une apparence de « Oh mon Dieu, une métropole culturelle majeure », mais tous ces festivals-là appartiennent à une compagnie, là. C'est quand même hallucinant. Où est la variété? Où est la diversité? Où est notre créativité à nous? Les gens sont friands des grandes vedettes internationales, c'est tout à fait normal. Alors, ils finissent par dépenser le double de leur budget pour aller voir les grandes vedettes. Pendant ce temps-là, cet argent fuit complètement la culture québécoise. Oh, j'ai fini! Après des mois d'attente, le moment est enfin arrivé. Mélodie s'en va voir son idole, Paul McCartney. Parfait! Elle ne regrette pas d'avoir payé 905 $ pour son billet. Bien, c'est sûr que dans mon budget, en aimant ça, il faut quand même que je mette de l'argent de côté parce qu'un événement comme ça, ça se planifie quand même, là. C'est quand même un gros impact, mais c'est sûr que ça l'a joué. T'sais, là, c'est rendu que va falloir que je pense à 2 fois avant d'aller voir un artiste ou un spectacle. T'sais, j'ai pas de show de planifié cet hiver. Mélodie! Allô? Allô? C'est quel jour aujourd'hui? C'est Paul! Oh, vous êtes magnifique. Montre-moi. Oui, OK. Montre-moi ce costume. Attends, fond. Ah, c'est ça. Fait que là... Attends, laisse-moi te donner ton manteau.
Ça Avec cassait. ton macaron Oui. à Love Park. Puis dans le dos, c'est tout ce que j'ai fait à la main. J'ai mis beaucoup de mes économies là-dedans. Le rock and roll, ça n'a pas été créé pour les bourgeois, là, genre. Non, c'est ça, là, exact. Alors, tu es dans quel état d'esprit juste avant d'aller voir le spectacle? C'est beaucoup. T'es émue? Tu y as passé beaucoup? Oui. Ah oui. Je pense que j'ai jamais rencontré une femme aussi émue que toi. C'est même pas commencé, là. Il est même pas apparu, là. Tu pleures déjà? Bonsoir, Montréal. It's great to be back in Montreal. Plusieurs pays s'inquiètent de la puissance de Live Nation et ils ont raison, croit l'avocat américain Jonathan Cantor. On ne parle pas d'une vis ou d'une pièce de machinerie. On parle de spectacle de musique. Et c'est présent dans tout, de l'amour à l'amitié, de la politique à la guerre. La musique est le langage pour ce débat public. Pensez à Bob Dylan, Kendrick Lamar ou Rage Against the Machine. En Amérique du Nord et ailleurs, la musique a toujours été la forme d'expression libre, la plus accessible pour aborder les sujets qui sont importants dans nos vies. Parce que c'est pas qu'une simple question de vente de billets. C'est une question de démocratie, de liberté d'expression, de notre capacité en tant que société à nous faire entendre. Dans notre économie, il est vraiment important de nous assurer que nous avons de la concurrence, non seulement parce que ça nous donne de meilleurs prix et des frais moins élevés, non seulement parce que ça nous donne une meilleure expérience, mais surtout parce que ça nous donne un meilleur accès à davantage d'idées et de points de vue et plus d'opportunités d'avoir différentes expériences culturelles.